Claire Billet, vous êtes journaliste et avez été correspondante pendant 6 ans en Afghanistan et au Pakistan. Vous publiez avec le photographe Olivier Jobard Côte Choc sur la route avec les migrants aux éditions Robert Laffont, qui retrace le périple vers l'Europe de 5 Afghans. Est-ce que vous pouvez nous raconter le making-of de ce livre? Vous avez payé un passeur, vous avez tenté d'avoir l'air d'un couple afghan, comme vous dites dans le livre. En même temps, vous n'avez pas pu faire l'ensemble du trajet avec eux. Quelle position avez-vous adoptée? Est-ce que l'idée c'était de vous faire passer pour des migrants ou avez-vous assumé une position d'accompagnateur? On a choisi, pour être au plus proche des migrants et pour pouvoir raconter au mieux l'histoire de la route migratoire, donc d'incarner la migration à travers des jeunes hommes. Nous avons fait le choix de devenir nous-mêmes migrants, mais on n'est pas naïf, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on a pu pour devenir migrants. C'était pas toujours possible, ça a été compliqué, mais ça veut dire qu'on a d'abord négocié avec un passeur. Moi, je suis partie plusieurs mois pour commencer à pré-enquêter. C'est un projet qu'on avait mis en place depuis plusieurs années aussi. Une fois que le passeur a donné son accord pour qu'on prenne la route avec son groupe, que ces voyageurs, comme ils se décrivent, ont accepté d'avoir 2 journalistes dans leur équipe, on a décidé de mettre en place des stratagèmes. Donc, par exemple, Olivier s'est teint les cheveux en noir, il s'est teint la barbe, il s'est habillé plus à l'afghane. Moi, je me suis aussi habillée plus à l'afghane. Et du coup, l'idée, c'était de passer pour des migrants afghans de loin. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus naïf au point de croire que tout le monde va penser qu'on est des Afghans, mais l'idée c'était d'avoir l'air afghan pour pouvoir travailler dans des conditions les plus proches du quotidien que possible des personnages qu'on a suivis dans le livre. Et ça voulait dire que parfois, des gens nous ont posé des questions, ça voulait dire que parfois on ne pouvait pas sortir ni l'appareil photo ni la caméra. Et ce que j'ai trouvé moi le plus frustrant personnellement, ça a été à certains moments de ne pas pouvoir entièrement être capable de travailler, mais ce qui nous a permis de les suivre le plus possible sur la durée. Il y a certains moments où on a fait le choix de ne pas aller avec eux parce qu'on estimait que les risques étaient trop importants et que ça aurait pu remettre en question le reportage. Une fois à la frontière entre l'Iran et le Pakistan et l'Iran, où le passeur nous a dit « Moi, je ne peux pas garantir votre sécurité ». Et une fois sur un tronçon d'un petit bout de mer, enfin un grand bout de mer, mais un deuxième tronçon, où le passeur nous demandait trop d'argent et avait insisté pour qu'il n'y ait que moi ou Olivier sur ce bateau, pas les deux, et qu'on risquait de ne pas être capable de travailler. Donc là aussi, on a refusé. Et puis quand on se retrouvait soit face à des passeurs locaux qui ne savaient pas que nous étions journalistes, ou bien quand nous étions avec des migrants qu'on croisait très rapidement et qui auraient pu mettre en péril notre travail, on avait des histoires qu'on racontait. Donc on faisait croire qu'un des jeunes hommes qu'on suivait était notre fils, que nous étions 2 Afghans en migration, nous aussi, enfin qui avions été d'anciens migrants. Une histoire un peu abracadabrantesque qui avait été inventée par notre passeur principal en fait. Et donc on suivait ce jeune homme pour l'accompagner dans son périple, pour l'aider, le soutenir, car nous avions des papiers, et pas lui parce qu'il avait été abandonné très jeune. Et du coup, les gens des fois ne posaient pas de questions parce qu'ils ont compris qu'on était là avec lui, ou alors qu'ils se sont dit qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais qu'ils voulaient pas trop poser de questions. Quelles étaient les motivations de départ de ces jeunes Afghans que vous avez suivis? Est-ce qu'ils fuyaient la guerre? Est-ce qu'ils fuyaient la misère? Un peu des deux. À ce titre, trouvez-vous justifié la manière dont aujourd'hui sont distingués dans le débat public les réfugiés d'un côté et les migrants dits économiques? Je trouve ça très délicat de faire la distinction parce que pour moi, ce que j'ai vu en tout cas sur le terrain en suivant des migrants, en suivant des Afghans sur plusieurs routes depuis plus de 2 ans maintenant, c'est que les raisons de la migration sont multiples. Et même si 80% des gens qui fuient aujourd'hui, par exemple, ou qui arrivent au port de l'Europe ou dans l'Europe sont des personnes victimes de guerre, c'est toujours un ensemble de choses qui poussent des gens à partir sur la route. Et les 5 Afghans que nous avons suivis, certains sont partis parce qu'ils étaient d'anciens combattants talibans menacés par leurs anciens camarades d'armes. Mais s'ils partaient, c'est parce qu'ils n'étaient pas mariés, parce qu'ils n'avaient plus de lien dans la structure tribale et qu'ils se sentaient abandonnés, quel que soit l'endroit du pays où ils iraient, et qu'ils ne voyaient pas d'autre option que d'aller très loin, en fait, un peu comme un espèce de
une reconstruction totale de vie. Il y avait aussi deux frères qui partaient pour des raisons économiques, mais en fait c'était des conséquences de la guerre, c'est-à-dire qu'ils travaillaient pour un sous-traitant de l'armée américaine et que quand l'armée américaine est partie, se sont retrouvés à la fois sans travail et en même temps considérés par l'opposition armée comme des traîtres, entre guillemets, à leur cause. Et on a appris au fur et à mesure du voyage, finalement, je ne vais pas te dévoiler tout le livre, mais qu'il y avait des raisons très personnelles et très intimes qui les ont poussés à partir. Donc, je pense que c'est toujours un mélange de facteurs qui, je pense, ne peut pas nous faire clairement faire distinguer les migrants économiques des migrants non économiques, même si on constate quand même aujourd'hui que des gens qui arrivent en Europe sont en grande majorité des Syriens qui fuient un conflit, en ce moment du moins. Ce périple de 12 000 km avec 6 frontières traversées constitue un choc des cultures pour eux, comme d'ailleurs ça l'aurait été pour n'importe qui. Qu'ont-ils fait comme découverte au cours de ce voyage? Alors énormément, je peux difficilement les résumer en peu de temps, mais il y a... Moi, je me souviens d'un moment tellement de moments, c'est-à-dire les premières fois où Jawid et Rouhani ont vu la mer, par exemple. Au début, en plus, comme on parle d'Ari ensemble, moi, je ne parle pas très bien et eux, on parle mieux que moi, mais pas tant que ça, parce qu'ils sont d'origine pachto, donc leur langue maternelle est le pachto. Au début, je crois qu'ils me disaient qu'ils n'avaient jamais vu la Grande Eau. C'est la Grande Eau, comme c'est une manière un petit peu... voilà, mais en fait, c'est ça. Ils n'avaient jamais vu la Grande Eau. Ils n'avaient jamais vu la mer. Ils étaient à la fois impressionnés, à la fois apeurés parce qu'ils ne savaient pas nager. Qu'est-ce qu'ils n'avaient jamais vu des filles en jupe, ne serait-ce que mini-jupe. Hein. Ce qui était vraiment rigolo, c'est de... Alors, c'est marrant parce qu'ils portaient un regard très ironique sur leur connaissance parce qu'ils étaient très conscients des découvertes... que ce qu'ils voyaient était des découvertes, c'est-à-dire que des femmes dans Istanbul non voilées en jupe, pour eux c'était incroyable. En même temps, ils étaient conscients de leur regard, donc ils essayaient d'apparaître le plus calme possible et le plus détendu et d'avoir l'air peu surpris. Donc quand je discutais avec Jawid par exemple, il était toujours très droit, il souriait, oui, je savais que ce serait comme ça, je suis jamais venu. Donc il est resté très sérieux et très digne, et en même temps avec ses copains il discutait en rigolant en disant mais je comprends pas pourquoi les hommes, s'il fait si chaud et que les femmes sont pratiquement toutes nues, pourquoi les hommes s'habillent pas pareil, ou ils avaient peur du sens du tramway, et ça, c'est des moments qui ont rythmé le périple, qui étaient vraiment, à mon sens, rafraîchissants parce que ça nous permet de sortir d'un discours victimisant permanent, ultra négatif sur la migration. Et ça nous apprend énormément de choses. Moi, en tout cas, ce que j'ai appris, c'est que une route comme ça, c'est aussi un périple culturel. Voilà. Et à l'inverse, quels sont les obstacles les plus grands qu'ils ont traversés? On les voit à un moment... Vous les avez quittés quelques jours, quelques semaines, et vous voyez une différence physique, visiblement. Ils sont amaigris, ils ont l'air complètement à bout de force. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les plus grands défis physiques et peut-être psychologiques qu'ils ont traversés? Mais je pense que là, il y a les différences culturelles qui en sont... qui sont énormes, mais il y a aussi des choses très simples, comme des épreuves géographiques, c'est-à-dire qu'il faut traverser des endroits très difficiles à traverser, très contrôlés, et plus ils sont contrôlés, plus c'est compliqué. On les a retrouvés, par exemple, en Iran, nous sommes rentrés clandestinement pour les retrouver à l'ouest du pays. Eux venaient de traverser la frontière avec le Pakistan, ils ont marché pendant 5 jours. Moi, j'avais jamais vu ça, ils m'ont montré des petites vidéos qu'ils avaient filmées avec un téléphone qu'on leur avait laissé, parce qu'on ne pouvait pas être avec eux, et j'ai vu une mer de montagnes qu'ils ont traversé à pied en pensant que ce serait parfaitement bien organisé, clé en main par le passeur. Il est vrai que c'était beaucoup plus compliqué que prévu, beaucoup plus dur aussi, donc ils avaient perdu beaucoup de poids, ils avaient eu peu à manger, très peu à boire, vraiment très très peu. Donc ça, c'est un passage vraiment difficile. Le deuxième sont les montagnes que nous avons faites avec eux entre l'Iran et la Turquie. Donc cette fois-ci, c'est plutôt des questions de froid. Ils n'étaient pas du tout préparés. Quand nous, on les a retrouvés, ils nous ont dit « mais vous ne nous avez pas amené de veste ?» Je dis bah, alors déjà, c'est peut-être pas à moi de vous en amener. Et en même temps, je ne savais pas que ce serait aussi dangereux. Moi, j'ai regardé sur la carte, je fais « oh, des montagnes !» On ne réalise pas quand on n'est pas sur le terrain qu'une petite distance, une zone frontalière en altitude, pour marcher en pleine nuit dans des montagnes à marche forcée, c'est
éreintant, c'est très difficile et surtout quand il fait froid, on n'arrive pas à dormir. Et je pense que ça m'amène à une des difficultés qui est la temporalité de la migration à mon sens, c'est-à-dire que notre vie est complètement chamboulée. C'est un peu, on n'est pas en cavale, mais c'est un peu la temporalité de la cavale, c'est-à-dire qu'on se retrouve à dormir à des moments où on ne devrait pas dormir, à courir et être dans l'action au moment où on ne devrait pas l'être, à attendre sans savoir ce qui va se passer pendant des semaines, et c'est éreintant, c'est vraiment très difficile à supporter, je trouve. Je pense que j'ai croisé pas mal de migrants à Istanbul notamment qui étaient vraiment plus que déprimés d'attendre. Il y a un jeune homme qui s'est brûlé les bras, Olivier l'a photographié avec sa cigarette, pour tromper l'ennui d'une certaine façon. Donc je pense qu'il y a quelque chose sur cette temporalité qui est très difficile à supporter. Et voilà, ça rejoint ce que je disais sur le côté géographique, il y a un côté temporel aussi. Le monde migratoire est un autre monde et quand on rentre dedans, on perd un peu tout repère. Vous avez évoqué la question du passeur pendant l'entretien. Ça a l'air d'être une figure multiple. Au départ, on voit ce personnage, le Pacha, qui organise à peu près l'ensemble du parcours, mais on voit que d'autres figures interviennent à différents moments. Ceux qui, autour d'Istanbul ou en Turquie, vont donner à manger, organiser le logement. On voit aussi des guides sur la route, dans les montagnes. Comment les migrants perçoivent-ils ces différentes figures? Je pense qu'ils les perçoivent de différentes façons, et d'autant de façons qu'il y a et de routes migratoires et de passeurs, si l'on peut dire. C'est-à-dire que déjà, il faut juste être clair. Là, je l'ai constaté sur la route avec des Syriens de Kos à la Suède. Tout dépend du type de migrant qu'on est, si on a les moyens de payer très cher ou peu cher, si on est plongé dans un monde qu'on ne connaît pas, et comme c'est le cas des Afghans ou des Pakistanais, et qu'à ce moment-là, on fait appel à quelqu'un dans notre pays d'origine qui va, plus ou moins clé en main, organiser un périple. Donc déjà, c'est difficile de généraliser parce qu'il y a énormément d'activités différentes sous cette appellation. Voilà. Ensuite, il y a différentes manières de voir aussi les passeurs, et nous, l'homme que nous avons rencontré est quelqu'un qui avait un espèce de réseau informel, à la fois créé par l'amitié, créé par des besoins de commerce, et créé aussi par des besoins très terre-à-terre. Par exemple, un habitant qui vit à la frontière entre l'Iran et la Turquie, qui est très pauvre et qui vit de petits trafics au jour le jour et qui loue une des pièces de la maison pour les voyageurs des différents passeurs. Et donc tout ce réseau est un système très informel qui s'organise un peu au petit bonheur la chance ou pas à certains moments, qui parfois réunit différents migrants, différentes personnes, qu'on peut avoir le conducteur de camion qui va aller du champ A au champ B. Dans les montagnes, on va avoir les deux guides qui sont des bergers qui marchent et qui font les allers-retours pour 10 fois moins d'argent que les passeurs. Donc cet argent aussi est dépensé à tous les échelons. Il y a les hommes qui vont tenir le Zodiac au moment où les migrants vont monter sur le Zodiac pour passer de la Turquie à la Grèce, qu'on a fait aussi, enfin ce qu'on a fait, mais notre passage a échoué puisque les gardes-côtes grecs ont repoussé le Zodiac. Et par exemple, ça peut aussi être des migrants. Et ça, moi, je l'ai vu aussi parce que je suis montée avec des gardes-côtes grecs cet été sur un de leurs patrouilleurs. Et il y avait un bateau qui venait déposer des Syriens et le bateau était guidé par des migrants. Et nous, quand on était sur le Zodiac aussi, le jeune homme qui a pris la barre était un migrant qui avait voyagé 3 fois, qui avait été repoussé 3 fois. Et à ce moment-là, les hommes qui ont acheté le Zodiac, qui l'ont tenu sur la rive, qui l'ont gonflé pour faire monter les migrants, lui ont dit « Toi, tu sais, là-bas, il y a la lumière, là, il y a les policiers, prends la barre, c'est tout droit. » Voilà, donc c'est très difficile, je pense, de faire de la généralité sur les passeurs. Voilà. Et une question sur la perception qu'ont ces Afghans de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire la manière dont ils voyaient cette destination au moment du départ et comment ils l'ont perçue une fois qu'ils sont arrivés? Je pense qu'il y avait ce que nous on développe dans le livre, des illusions, donc ce que j'appelle aussi des fantasmes. C'est vraiment un espèce de mirage de voyageurs. Moi, ce qui m'avait intéressé avec le mot mirage, en fait, c'est que je pense qu'ils étaient malgré tout conscients d'une certaine façon qu'ils évoquaient quelque chose de l'ordre un peu de l'irréel.
Cette idée que, par exemple, à Paris, tous les matins, des hélicoptères survolent la ville pour diffuser du parfum, c'est très beau, c'est très poétique. Moi, ça m'a touchée. C'est une connaissance qui est répandue en Afghanistan, qui est assez répandue. Je pense qu'ils y croyaient sans y croire, mais ils avaient énormément d'espoir et il y a eu des espoirs déçus, c'est évident. Alors déjà sur les 5 que nous avons suivis, il n'y en a que 2 qui ont réussi à arriver et nous avons tenu à raconter l'histoire des 3 autres parce que c'est ça aussi la migration. Pour Olivier Jobard comme pour moi, c'est aussi des histoires d'échecs, des aléas, des étapes, des reprises. On est repoussé, on recommence, on continue. Donc nous tenions à le raconter. Parmi ces 5 Afghans, il y en a 2 qui sont arrivés, un en France et un en Allemagne. Et là, ils ont réalisé que qu'on n'allait pas ouvrir les portes en grand pour les aider, en fait. Ce qui, eux, leur semblait évident. Alors, nous en avions parlé avant le départ et sur la route. Ils nous avaient dit, oui, non, mais on sait très bien que ça va être difficile. Je pense que, à mon sens, ils n'avaient pas évalué l'ampleur de la difficulté d'être perdus dans un monde où on n'est pas seul, on est seul, pardon, alors que dans le leur, on ne l'est pas. Et sans tomber dans la caricature, en Afghanistan, enfin, je ne connais pas une maison, même chez les plus pauvres, qui n'a pas ce qu'on appelle la chambre des invités. C'est une pièce réservée aux hôtes. Et elle est ouverte à tout le monde. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a quelque chose de culturel aussi dans le fait qu'ils aient été perdus. Et maintenant, ils attendent. Ils ont quand même eu leur papier. Luqman et Fawad, ils ont eu des autorisations de séjour. Enfin, ils ont obtenu la protection pour l'un de la France, l'autre de l'Allemagne, donc l'asile, de façon temporaire. Donc c'est renouvelable, voilà.